OK. Bon. Okay. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation d'aujourd'hui. Alors, merci d'être avec nous en si grand nombre. C'est toujours, ça fait toujours du bien de voir que vous êtes toujours présents. Alors, la conférence d'aujourd'hui, la web-diffusion d'aujourd'hui s'intitule « Comprendre les lymphomes non-hodgkiniens ». Donc, la docteure Boisjoli va parler du diagnostic et de la prise en charge de ce type de cancer. Et cette web-diffusion en direct va se terminer par 2 témoignages. Donc, il est maintenant temps de débuter la présentation. Mon nom est Pascal Rousseau, je suis la responsable des programmes éducatifs et des projets spéciaux pour la Société de leucémie et lymphome du Canada. Donc, je vais être la modératrice aujourd'hui. La présentation va durer environ 75 minutes, donc un petit peu plus long que les présentations d'habitude, puisqu'on a 2 vraiment bons témoignages. Alors, je vous invite à rester des nôtres. Il va comprendre également une période de questions et réponses à la fin. Puisque vous êtes en grand nombre, vous avez remarqué que vos caméras sont fermées et que vos micros également sont en mode sourdine. Donc, on vous invite à poser vos questions dans la zone questions et réponses et on va les répondre à la fin. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, ça arrive quelquefois, on va recommuniquer avec vous dans les jours qui viennent pour vous donner une réponse à vos questions, pour vous guider vers des ressources qui pourraient répondre à ces questions-là. La présentation d'aujourd'hui, elle est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver sur notre site Internet c'est très rapide, dans quelques jours. Donc, pour ceux qui nous connaissent moins, la mission de la Société de leucémie et lymphome du Canada, c'est de trouver un remède contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des gens qui sont touchés par un cancer du sang et de leur famille. Pardon. C'est pas ça que je voulais faire du tout, évidemment. Donc, nous sommes là pour vous aider. Nous offrons du soutien aux personnes touchées et à la communauté. Vous voyez mes deux collègues, Joliane et Jennifer, Joliane s'occupe de la région du Grand Montréal, Montréal, Laval, Montérégie, Outaouais. Jennifer s'occupe du reste du Québec. Donc, ces 2 collègues vraiment sont là pour vous soutenir et vous guider dans toute l'expérience avec le cancer. On a également un centre de ressources sur la COVID-19. Malheureusement, on aimerait ça l'enlever parce qu'il n'y aurait plus de COVID, mais non, désolé. Alors, il est encore là. Il y a plusieurs ressources pour vous aider aussi à naviguer dans ces mois et ces années qui ne sont pas évidentes pour personne. Vous voyez notre site Internet, cancerdusang.ca et notre numéro de téléphone pour nous rejoindre. On a notre nouveau site Internet, vous le voyez à l'écran, il est tout nouveau et la navigation est facile, vous voyez en haut, vous allez cliquer sur l'onglet qui vous touche directement. J'ai un cancer du sang ou je soutiens un proche, je suis un survivant ou je suis un professionnel de la santé. Donc, il est vraiment facile d'accès, il y a beaucoup, beaucoup d'informations pratiques pour vous à l'intérieur. Toujours sur notre site Internet, cancerdusang.ca, donc vous trouverez ces brochures et des fiches d'information gratuites et validées par nos experts sur les cancers du sang, sur les traitements, d'informations pratiques également. On a également des vidéos animées, toutes nos web-diffusions passées, comme celle-ci qui va se retrouver sur le site Internet. Et on a une chaîne de balado, Parlons des cancers du sang. Donc, vous pouvez trouver tous ces outils sur notre site Internet. Vous aimeriez parler avec quelqu'un qui est passé par qui a eu le même diagnostic, passé par la même chose que vous. Alors, c'est possible avec notre programme de soutien par les pairs. Donc, c'est vraiment un soutien, ce sont nos bénévoles qui sont formés et on jumelle en fonction de l'âge, du sexe, si c'est demandé, du diagnostic et aussi des sujets qui vous préoccupent. Donc, c'est un beau programme pour briser l'isolement et offrir de l'espoir. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter notre conférencière, Dr. Josiane Boisjoli. Josiane a été responsable du programme d'autogreffe de moelle osseuse du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, le CHU, de 2017 à 2020. Elle est maintenant la directrice du programme de surspécialité en hématologie, encore à l'Université de Sherbrooke,
et ce depuis 2018. Et elle est professeure à l'Université de Sherbrooke et est hémato-oncologue au CHU. Alors, merci beaucoup de votre présence avec nous et la parole est à vous. Bien, bonjour, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler de lymphome non-hodgkinien. Lorsque l'on est atteint d'un cancer. Et ça n'arrive pas à faire déplacer les slides, je ne sais pas. Il y a toujours un petit délai. Ah, voilà. Des fois, il y a un petit délai. C'est correct. C'est bon, ça. Parfait. En fait, dans la présentation aujourd'hui, on va aborder différentes choses. Un peu qu'est-ce que c'est le lymphome non-hodgkinien, les signes et symptômes. On va parler de comment on fait le diagnostic, quels sont les sous-types de lymphome non-hodgkin, parce que vous allez voir, il y en a plusieurs. Et on va aborder la prise en charge des lymphomes avec deux prototypes, un pour les lymphomes agressifs, un pour les lymphomes indolents. Puis on va parler le plus brièvement des lymphomes récidivants et réfractaires, puis des nouvelles thérapies ou des thérapies de consolidation comme la greffe de cellules souches, les thérapies par CAR-T. Puis on va finalement aborder les effets secondaires généraux liés des traitements, les soins de suivi, puis les effets à long terme, ainsi que la vie après les cancers. Donc, quelques généralités, parce que le lymphome, c'est un cancer du sang. Donc, on se rappelle que le sang, c'est constitué en partie de cellules sanguines. Puis, il y a trois grandes familles de cellules sanguines. Il y a les globules blancs. Les globules blancs, il y a plein de familles de globules blancs, puis on va y revenir rapidement. Mais généralement, ils sont là pour combattre contre les infections, contre les... et puis, pour protéger aussi notre système immunitaire. Il y a les globules rouges, donc, qui sont responsables de transporter l'oxygène. Puis bon, on connaissait les globules rouges parce que quand on en manque, là, on a tout le temps quelqu'un dans notre entourage qui a dit « moi, je fais de l'anémie ». Puis les plaquettes sanguines, mais ça, c'est un petit fragment de cellule qui est responsable pour la coagulation du sang. Donc, quand on se coupe, c'est le premier répondant qui va aller là, pour obstruer le trou pour que le saignement arrête. Donc, les plaquettes, on en a bien besoin également. Le sang, c'est aussi composé d'une partie qui est liquide, qui s'appelle le plasma. C'est principalement de l'eau, mais ça contient aussi toutes sortes de nutriments, des vitamines, des minéraux, des protéines, des hormones, et toutes sortes d'autres composantes chimiques naturelles. Parmi les globules blancs, puis j'en parle de ça un peu parce que c'est ces globules blancs-là qui sont malades dans les lymphomes, il y a la famille des lymphocytes. Grosso modo, trois grandes familles de lymphocytes qui sont importantes. Donc, il y a les lymphocytes NK, qui sont responsables de notre réponse immunitaire innée, donc qui arrivent spontanément. C'est la première réponse de l'organisme quand on a une agression là, par des agents pathogènes. Puis le but, c'est de détruire immédiatement des cellules malades, qu'elles soient infectées ou atteintes d'une maladie cancéreuse. Les lymphocytes B et les lymphocytes T, c'est notre réponse immunitaire adaptative. Ça veut dire qu'elle est spécifique. Par exemple, les lymphocytes B, ils vont produire des anticorps qui ont la capacité de reconnaître un pathogène spécial et de le neutraliser de façon spécifique. Les lymphocytes T, eux autres aussi, vont reconnaître et détruire les agents pathogènes de façon spécifique. Donc, ils ont été éduqués pour faire leur travail. Les lymphocytes, ils se promènent dans le sang, mais ils se promènent aussi dans le système lymphatique, qui est un système parallèle à celui de la circulation sanguine. Je dis parallèle, pas exactement, mais qui est présent de façon distincte. C'est un réseau qui regroupe tous les ganglions de notre corps. On sait qu'on en a dans le cou, dans les aisselles, par exemple, mais on a plein de ganglions un peu partout qu'on ne voit pas puis qu'on ne peut pas palper de l'extérieur. Puis on a des organes lymphoïdes où il va y avoir de la maturation là, des lymphocytes, les amygdales, le thymus qui est entre les poumons. On a la rate qui est du côté gauche du ventre. Puis naturellement, il y a la moelle osseuse où les globules sont produits initialement. Qu'est-ce que c'est le lymphome? En fait, c'est un terme général qui désigne un groupe de cancers du sang qui prennent naissance dans le système lymphatique. En fait, le lymphome, ça résulte d'une lésion acquise. Ça veut dire qu'on ne l'avait pas quand on est né. C'est arrivé un jour dans notre vie. Puis là, l'ADN d'un lymphocyte, c'est brisé. Puis normalement, quand on a une cellule brisée, on l'autodétruit puis c'est fini là. Mais cette cellule-là, elle a réussi à se reproduire. Et puis elle a produit un changement cancéreux qui a entraîné la croissance incontrôlée de lymphocytes malades qui se sont multipliés, qui se sont accumulés, qui se sont répartis, puis qui ont entraîné la formation de masse tumorale formée de ganglions, mais aussi qui peut s'être formée à l'extérieur de ganglions dans d'autres sites du corps. Il y a deux principales classes de lymphomes. Donc, il y a les lymphomes de non-Hodgkin. Et ça a eu lieu, je pense qu'il y a une autre présentation sur ce sujet-là cette semaine, mais brièvement,
c'est pas le même type de cellule qui est malade dans le lymphome de Hodgkin. C'est un lymphome qu'on va voir plus souvent chez les jeunes, mais on a un deuxième pic d'incidence chez les gens plus âgés. Puis souvent, quand on a un lymphome de Hodgkin, la maladie, elle se distribue d'un ganglion à l'autre. Donc, on a une aire, puis après, c'est l'aire d'à côté qui est atteinte, puis c'est par contiguïté. Et on a un très beau taux de succès là, avec les traitements qu'on a actuellement pour le traiter le lymphome de Hodgkin. On n'ira pas plus loin sur ce sujet-là. On va s'attarder au lymphome de non-Hodgkin aujourd'hui. Il y a plus de 60 types de lymphomes de non-Hodgkin, donc on ne pourra pas couvrir tout aujourd'hui naturellement. On les caractérise souvent selon la vitesse à laquelle ils grandissent. Donc, on va dire qu'il y a des lymphomes agressifs quand ils croient très rapidement, puis les lymphomes indolents pour ceux qui vont plus lentement. Au Canada, quelques statistiques sur les lymphomes non hodgkiniens. En fait, 52 000 personnes sont atteintes de ces types de lymphomes actuellement au Canada. Environ 10 000 nouveaux cas par année. Autour de 3 000 décès par année également. Puis le taux de survie à 5 ans d'environ 65 %. Je pense que c'est un chiffre à prendre avec un très gros bémol parce que tous les lymphomes de non-Hodgkin ne sont pas les mêmes, ont tous des pronostics très différents. Donc, il y en a pour lesquels on va espérer une guérison, donc il va y avoir une évolution très, très lente. Mais ça donne une idée là, de statistiques. Les facteurs de risque, on se fait toujours poser cette question-là. On n'a pas toujours la réponse attendue, malheureusement, parce qu'on ne connaît pas la cause exacte de faire un lymphome. On sait qu'il y a certains facteurs de risque qui augmentent le risque de développer un lymphome non-Hodgkin, notamment la suppression immunitaire, comme dans certaines maladies auto-immunes ou les traitements qu'on reçoit pour ces maladies auto-immunes-là. Le VIH-Sida est un facteur de risque également. Exposition à certains produits chimiques, sans détailler une liste, on sait qu'il peut avoir des associations. Il y a exposition à certains virus ou bactéries qui sont bien associés à certains types de lymphomes. On va y revenir, mais surtout les lymphomes de Malte, qu'on va voir des associations avec, par exemple, le virus du H. pylori qui donne des ulcères d'estomac ou le virus de l'hépatite C. Quels sont les signes et symptômes du lymphome? En fait, souvent, ça va être la croissance d'un ganglion. Là, je donne un exemple. Dans le cou, on a une bosse, c'est indolore. Ça grossit, ça rapetisse, mais ça persiste dans le temps, puis on n'a pas d'infection. Et puis, pouf, on en a un autre. Donc, souvent, c'est la mode de présentation. Certains patients vont avoir ce qu'on appelle des symptômes B. Puis, si vous êtes déjà connu pour un lymphome, c'est sûr que votre médecin vous a parlé de ça. Qu'est-ce que c'est les symptômes B? En fait, c'est 3 symptômes principaux. Qui va avoir la fièvre qui arrive sans qu'on ait d'infection. Donc, on a des épisodes de fièvre sans raison, des épisodes de sueur nocturne. Quand on dit des sueurs nocturnes, c'est des vraies grosses sueurs. C'est pas juste la tête mouillée sur l'oreiller. Donc, on est comme en bouffée de ménopause. On est détrempé, les draps sont mouillés. Il faut changer notre pyjama au matin. Puis, on est naturellement pas en ménopause actuellement. La perte de poids, mais on parle d'une perte de poids de plus que 10 de notre poids dans les 6 derniers mois. Donc, vraiment, on n'a rien fait. On n'a pas changé notre diète. On n'a pas fait plus d'exercice. Il n'y a pas d'explication dans notre vie, mais non, j'ai perdu du poids. J'avais peut-être moins faim aussi, ou j'ai perdu vraiment du poids sans raison. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les symptômes B qui va y revenir souvent dans la présentation. Puis après, le lymphome, ça peut donner toutes sortes de symptômes un peu non spécifiques qu'on va remarquer dans plusieurs cancers. Donc, la fatigue, la perte d'appétit. Et si on a des amas de ganglions entre les poumons, bien, des fois, on peut avoir de la toux, des fois des douleurs dans la poitrine. Il y en a qui vont avoir ce qu'on appelle de la satiété précoce. Ça, c'est quand la rate est enflée souvent. Et la rate, c'est à gauche, juste à côté de l'estomac. Puis quand la rate est très enflée, bien, notre estomac n'est pas capable de s'expandre quand on mange. Donc, on dirait, j'ai mangé 3 bouchées du repas, non, je me sens plein parce que je ne suis pas capable d'accommoder plus de nourriture dans mon estomac. Donc, ça, c'est un symptôme qui peut arriver dans les lymphomes. Certains types de lymphomes, surtout les lymphomes T, vont parfois se présenter avec des démangeaisons, des fois des rougeurs, des lésions sur la peau, même des petits nodules. Comment on fait un diagnostic de lymphome? En fait, il faut en prendre un morceau de ganglion. Ça peut être une biopsie par chirurgie ou via une aiguille spéciale par la radiologie. Donc, il faut toujours un morceau. Puis l'analyse de ce morceau-là en pathologie, bien, le pathologiste va le regarder au microscope, va regarder sa structure, il va regarder aussi quels sont les antigènes à la surface là, pour être capable de savoir d'où vient la cellule malade, pour être capable de poser un diagnostic de lymphome, puis son sous-type aussi. On connaît aussi certaines anomalies moléculaires ou cytogénétiques associées à certains types de lymphomes, donc on va les rechercher lorsqu'ils sont disponibles. Pour évaluer le stade du lymphome, bien, en fait, ça dépend de l'emplacement et de la distribution des ganglions et qui sont rendus qui sont plus gros et malades.
On va regarder aussi quels sont les effets de la maladie sur les autres organes. Par exemple, est-ce que j'ai un amas de ganglions qui comprime le trajet du rein? Est-ce que mes intestins sont pris dans un amas de ganglions, etc. On va regarder aussi de quelle grosseur sont les amas de ganglions. Donc, pour évaluer le stade, on va poser des questions lors de la visite avec le médecin. Il va y avoir un examen des aires ganglionnaires. On regarde en général le cou, en dessous des bras, au niveau derrière les coudes, on regarde au niveau du ventre, le foie, la rate, on regarde les aines parce que c'est des endroits où on peut palper les ganglions. Il va aussi avoir des tests d'imagerie. Donc, deux sortes de tests qui vont être utilisés, soit la tomodensitométrie, puis selon où vous êtes au Québec, peut s'appeler un TDM, un CT scan ou un TACO, c'est toute la même chose. Puis il va y avoir aussi la tomographie par émission de positron, donc le TEP scan, qui est un examen spécial où on injecte une sorte de sucre qui va capter là où il y a de la maladie avec une intensité variable selon le type de maladie. C'est un examen qui nous permet de voir le corps en 3 dimensions, puis de voir c'est où que les ganglions sont le plus malades. Il peut aussi avoir pour l'évaluation du stade une aspiration puis une biopsie de la moelle osseuse, mais ce n'est pas dans tous les cas où on en aura besoin. La classification du stade du lymphome, on utilise une classification qui s'appelle la classification d'Ann-Arbor. Je vais m'arrêter tout de suite pour rappeler aux gens que quand on a un lymphome solide, je donne toujours un exemple de cancer de la prostate, par exemple. Quand on a un stade 4, c'est que la maladie, elle est répandue à l'extérieur dans les autres organes puis qu'elle n'est plus guérissable. Ce n'est pas la même chose dans les lymphomes. Le stade, c'est vraiment descriptif, puis même si on a un stade 4, dans certains types de lymphomes, on peut quand même espérer être guéri. Donc, c'est vraiment, vraiment descriptif. Un stade 1, c'est quand il y a une zone de ganglion qui est malade. Un stade 2, c'est quand il y a plus que 2 zones de ganglions qui sont malades, mais d'un côté du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qu'on a en dessous des poumons qui aide pour la respiration. Donc, est-ce qu'on a de la maladie juste en haut ou juste en bas? Le stade 3, c'est quand on a de la maladie des deux côtés ou que la rate est malade. Le stade 4, c'est quand on a de la maladie dans les ganglions, mais aussi dans un organe qui n'est pas un ganglion. Par exemple, est-ce que j'ai de la maladie dans mon poumon, dans mon foie, dans ma moelle osseuse? Donc, c'est tous des stades là, qui vont en faire un stade 4. Parfois, le lymphome, même si c'est une maladie du ganglion, il va se retrouver dans un organe qui n'est pas un ganglion, puis il n'y en aura pas ailleurs. Par exemple, on peut faire un lymphome de la thyroïde, puis on n'a aucun autre ganglion. Et là, à ce moment-là, vous allez voir, ça va être écrit un stade 1, parce qu'il y en a une place, E, parce que ce n'est pas dans un organe. Donc, le E, ça veut dire que ce n'est pas dans un organe lymphatique. Vous allez souvent voir une lettre aussi quand votre médecin écrit le stade. Par exemple, j'ai un stade 3B. Qu'est-ce que ça veut dire, le B? Ça veut dire que vous avez un symptôme B. Ça, vous vous rappelez, c'est d'avoir de la fièvre sans raison au diagnostic, d'avoir perdu du poids ou d'avoir des sueurs profuses nocturnes. Quand on met A, c'est parce que vous n'en avez pas de ces symptômes-là. Les sous-types de lymphome, en fait, on a dit au début qu'on classifiait plus souvent les lymphomes selon leur type de vitesse de progression. Donc, les lymphomes agressifs, c'est ceux qui grandissent rapidement. C'est 60% des cas de lymphome non-Hodgkin qui sont agressifs. L'exemple le plus fréquent, c'est le lymphome à grande cellule B. Pour les lymphomes indolents, ils croient lentement, c'est 40% des lymphomes non-Hodgkin. Puis le plus fréquent de ceux-là, c'est le lymphome de folliculaire. J'ai mis quand même la liste de la majorité des lymphomes agressifs, juste pour les nommer au moins une fois. Donc, le lymphome à grande cellule B, ils ne sont pas tous égaux. Donc, il y a plein de sous-variantes du lymphome à cellule B. Il y a des lymphomes indolents qui peuvent devenir transformés. Il y a des lymphomes qu'on appelle des cellules du manteau qui vont avoir une présentation agressive. Les lymphomes T sont généralement des lymphomes agressifs. Puis, il y a le lymphome de Burkitt ou le lymphome lymphoblastique qui sont, eux, des lymphomes très, très agressifs qu'on va approcher plus comme des leucémies. Dans les lymphomes indolents, je vous ai parlé du lymphome folliculaire, mais il y a aussi le lymphome à cellule B de la zone marginale, le lymphome du tissu lymphoïde associé aux muqueuses, le MAL, les lymphomes à petits lymphocytes B ou à leucémie lymphocytaire chronique qui sont deux spectres de la même maladie. Le lymphome lymphoplasmocytaire qu'on appelle aussi le Waldenstrom. Puis, dans les lymphomes T, celui qui a une évolution qui est plus indolente, c'est le mycosis fungoïde. La diapositive suivante, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, je pense que ce n'est pas nécessaire, mais il faut juste savoir que des fois, on classifie les lymphomes aussi selon le type de cellules malades. Est-ce que c'est une maladie du lymphocyte B, une maladie du lymphocyte T, ou est-ce que c'est une maladie des lymphocytes NK? C'est vraiment rare.
Comment on prend en charge un lymphome? Bien, premièrement, il y a l'évaluation clinique avec l'oncologue qui va regarder avec vous et qui va prendre connaissance de vous. Quels sont vos antécédents médicaux? Vous êtes connu pour quelle maladie? C'est quoi vos habitudes de vie? Est-ce que vous prenez des médicaments, des produits naturels? C'est important de le savoir parce que ça a un impact après quand on choisit notre traitement puis s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction là, avec les traitements qu'on va vous proposer. On va évaluer quels sont les symptômes que vous avez quand vous vous présentez au début puis aussi en cours de traitement. On va faire l'examen physique des aires ganglionnaires, du foie, de la rate. Naturellement, on regarde aussi les autres organes, mais d'intérêt là, pour poser notre diagnostic, c'est davantage ces organes-là. Puis on va déterminer le statut de performance qu'on appelle ECOG. Le statut de performance, là, vous allez reconnaître des questions que vos médecins vous posent. Donc, ça nous permet de savoir à quel point vous êtes en forme pour choisir un traitement qui est adapté à votre réalité. Donc, un statut de performance ECOG 0, c'est moi, par exemple. Je suis en pleine forme, je suis active, je suis capable de faire ma vie normale. Un statut de performance 4, c'est quelqu'un qui, malheureusement, est tellement affecté par la maladie, qui est handicapé dans toutes les sphères de sa vie. Il a besoin d'aide pour manger, pour se vêtir, se laver, etc. Il passe l'entièreté de sa journée au lit ou au fauteuil avec assistance. Souvent, les gens vont avoir un ECOG 1-2. Donc, on est capable de faire ses affaires, mais pas capable d'aller travailler. Même toute activité un peu plus que le quotidien, c'est plus difficile. Le stade 2, bien, on est capable d'être à la maison, mais il faut faire des siestes dans la journée, mais on est capable d'être réveillé plus que la moitié de la journée. Le stade 3, bien, on fait des siestes le matin, l'après-midi, des fois après souper. Donc, plus que la moitié de la journée, on va avoir besoin d'un repos à cause de la maladie. La prise en charge, une fois qu'on a fait le questionnaire, l'examen physique, bien, il y aura des prises de sang pour voir les globules. On va regarder les globules. Donc, est-ce qu'il y a une atteinte des autres lignées? Est-ce que nos reins, notre foie fonctionnent bien? On a certains marqueurs pronostiques dans le sang qu'on va doser. On va vérifier pour tout le monde le statut des hépatites, surtout l'hépatite B et le statut du VIH. Dans certains cas, on va avoir besoin d'aller évaluer la moelle osseuse. Dans certains cas, il y aura une indication d'aller vérifier le liquide qui circule autour du cerveau par une ponction lombaire qui se fait dans le dos. Les imageries, donc par scan ou TEP-scan. Puis j'ai rajouté l'évaluation cardiaque parce que certains médicaments qu'on va donner dans le traitement des lymphomes peuvent avoir une toxicité cardiaque. Donc, on a besoin d'avoir une idée de la fonction cardiaque avant qu'on commence, même si on a 30 ans et qu'on est en pleine forme. Il va y avoir un counseling pour la fertilité aussi qui va être fait pour les gens qui sont en âge de procréer. Parce qu'une fois qu'on a commencé les traitements, bien, ça peut entraîner des dommages sur les gonades, puis il est possible qu'on ne soit plus fertile. Puis encore là, mais pendant les traitements, on va rappeler qu'il faut avoir des relations sexuelles qui sont protégées. Le plan de traitement va différer selon le sous-type de lymphome. Donc, en général, la prise en charge des lymphomes agressifs, on va parler d'un prototype du lymphome du grande cellule B parce que c'est le plus fréquent, puis ça va vous donner une idée. Puis pour celui des lymphomes indolents, je vais aborder la prise en charge comme dans les lymphomes folliculaires. Donc, on commence tout de suite pour le lymphome à grande cellule B. C'est le plus commun de tous les lymphomes. C'est un lymphome qui est agressif, qui va grandir. Ça veut dire qu'il grandit rapidement. C'est arrivé en quelques mois, vous n'aviez rien, puis tout d'un coup, c'est bien évident. C'est malheureusement une maladie qui peut entraîner le décès si elle n'est pas traitée. Par contre, c'est une maladie qu'on peut guérir. Des gens se posent souvent la question, est-ce qu'on peut guérir des lymphomes? Oui, les lymphomes agressifs, une bonne partie d'entre eux peuvent être guéris. En fait, on va guérir 2/3 des patients qui ont un lymphome à grande cellule B. J'ai mis que c'était un adulte de l'âge moyen à avancer autour de 60 ans, mais on peut avoir le lymphome à grande cellule B à tout âge. C'est non héréditaire, le lymphome. Par contre, il y a une augmentation de l'incidence dans la famille. On ne sait pas exactement pourquoi, sûrement qu'on le saura éventuellement. Ça peut sauter une génération, mais on remarque qu'il y a plus d'anomalies du système lymphatique dans les familles où il y a des lymphomes, mais tout le monde n'a pas le même lymphome nécessairement. Des fois, une leucémie chronique, un lymphome folliculaire, quelqu'un a fait un lymphome à grande cellule, etc. Au moment du diagnostic, donc la première fois que vous allez consulter avec cette maladie-là, 40 auront une atteinte hors ganglion et 60 auront déjà un stade avancé. Donc, un stade 3, on se rappelle, une maladie qui est des deux côtés du diaphragme. Un stade 4, qui est donc une atteinte dans les ganglions, plus dans un organe qui n'est pas un ganglion ou la rate. On a un score pronostic pour le lymphome à grande cellule. C'est un score qui s'appelle IPI. Puis on va regarder différentes variables. Donc, si on a plus de 60 ans, si lactate déshydrogénase est élevé, qui est un marqueur qu'on fait dans le sang,
le statut de performance, on en a parlé tantôt. Donc, est-ce qu'on a un école 2 ou plus? Est-ce qu'on passe plus que la moitié du temps couché parce qu'on est trop malade? Est-ce que notre stade de maladie est avancé, donc un stade 3-4, ou est-ce qu'on a plus qu'un site à l'extérieur des ganglions d'atteint? Ça nous permet de faire un score et d'estimer la survie des gens. Là, les chiffres, là, on aime tout le temps ça, les regarder, mais il faut toujours prendre ça avec un certain bémol. J'ai mis la référence en dessous. Vous voyez, c'est une référence qui date de plus que 12 ans. Puis en fait, les scores pronostiques sont validés sur des études qui ont été faites dans le passé. Donc, ça ne reflète pas nécessairement tous les nouveaux traitements qui sont devenus disponibles depuis. Donc, ça nous permet d'avoir une idée où on se situe, mais on va probablement être mieux que ce qui est annoncé. Le lymphome à grande cellule B, c'est toujours une indication de traitement, même si la maladie est de petite taille. Le nombre de traitements va varier selon le stade. Donc, si on a un stade limité versus étendu. Mais en général, le traitement, c'est une combinaison de chimiothérapie et immunothérapie. L'immunothérapie dans le lymphome de première ligne, c'est des traitements anti-lymphocyte B. Le plus souvent, on utilise un traitement qui s'appelle le rituximab, qui est un anticorps qu'on donne en perfusion par les veines. On va le combiner avec une combinaison d'agents de chimiothérapie en grande cellule. Le plus souvent, c'est le CHOP qu'on utilise, qui contient 3 agents de chimiothérapie, la cyclophosphamide, la doxorubicine, la vincristine, à laquelle on ajoute la cortisone, prednisone, qu'on va donner pour 5 jours. La prednisone se donne en pilule, alors que les agents de chimiothérapie puis l'anticorps se donnent en intraveineux. C'est en général des cycles de 21 jours. Ça veut dire qu'on a une journée de traitement, puis après, il passe 2 semaines, puis après, au jour 21, on recommence. Donc, ça, c'est un traitement assez standard. Il est possible que notre médecin nous offre aussi de participer à un essai clinique. Il faut savoir que quand c'est offert, donc ça a été bien révisé, si les bénéfices qu'on pouvait en retirer, puis ça nous permet d'avoir accès à des nouveaux traitements, des traitements qui peuvent être plus ciblés pour notre condition. Puis c'est comme ça, avec les essais cliniques, qu'on est devenu de meilleur en meilleur là, à traiter les lymphomes. Donc, c'est toujours une option là, qui vaut la peine au moins d'être écoutée. Et ça peut qu'on vous offre de la radiothérapie. On va l'offrir plus souvent quand on a un stade limité, donc un stade 1 ou 2. On va donner quelques cycles de chimiothérapie suivis de radiothérapie. Pour la maladie avancée, on n'en donne pas systématiquement, mais ça peut arriver que c'est offert pour consolider un endroit où la maladie était de très grande taille. Dans certains cas, on va offrir un traitement pour protéger le système nerveux central, donc le cerveau, et puis le liquide céphalorachidien. Donc, ça peut être en prévention parce qu'on avait des facteurs de risque qui rendaient que le risque qu'on rechute à cet endroit-là était plus grand ou parce que déjà, malheureusement, il y a une atteinte à cet endroit-là. La façon de traiter le système nerveux central, 2 façons. Ça peut être soit par une sorte de chimiothérapie forte dose qui va être donnée à travers le cycle de chimiothérapie standard ou ça va être des traitements qu'on appelle intratécales. Donc, vous avez une ponction lombaire puis on va insérer la chimiothérapie directement dans le liquide. Donc, c'est 2 façons de faire. J'aborde les effets secondaires ici, mais ils peuvent aussi survenir dans les lymphomes, dans le traitement des lymphomes indolents. Donc, je pense qu'il faut retenir qu'il faut surveiller la fièvre quand on est en traitement pour un lymphome. Il faut avoir un thermomètre qui marche à la maison. Et puis, il faut surveiller notre fièvre. Si moindrement on fait de la fièvre, il faut consulter. Je dis tout le temps ça à mes patients. C'est pas le temps de prendre 2 Tylenol, se coucher puis voir si demain ça va aller mieux. Non, on recommande de consulter à la salle d'urgence. Puis l'équipe qui est en place, quand vous lui dites que vous avez un lymphome en chimiothérapie, bien, et vous faites de la fièvre, ils vont vous prendre en charge rapidement, vous isoler puis faire les examens appropriés. On peut avoir une baisse des bons globules du sang parce que la chimiothérapie, ça rentre dans le corps puis ça tue les cellules malades, mais ça tue aussi les cellules qui se divisent vite. Puis la moelle osseuse, ça se divise vite. Donc, les bons globules blancs, ils vont baisser. On a parlé beaucoup des lymphocytes qui étaient la cellule malade dans les lymphomes, mais quand vous tombez en chimio, vous apprenez à connaître les neutrophiles qui sont ceux responsables de nous défendre contre les bactéries. Il y a certaines personnes qui vont recevoir une hormone, pas une hormone, mais un facteur de croissance en injection après leur chimiothérapie pour faire en sorte que la période où les globules blancs est basse, elle soit de moins longue durée. Donc, on peut aussi avoir une baisse des globules rouges. Donc, il est possible que vers la fin de vos traitements, vous ayez besoin de transfusion parce que vos globules rouges sont trop bas. Il pourrait arriver aussi que vos plaquettes baissent. En fait, c'est sûr qu'elles vont baisser, mais même si le chiffre va vous surprendre, parce qu'on a habituellement en haut de 140 000 de plaquettes, puis des fois, ils descendent à 50, 60, 70, bien, on ne donne pas de transfusion nécessairement parce que même si le chiffre est bien plus bas que d'habitude, on en a assez pour fonctionner normalement, puis ils vont remonter aussi.
C'est pour ça qu'on ne donne pas toute la chimio coup sur coup puis qu'on laisse le temps passer. Ça permet à la chimio de faire son effet, mais à notre corps de récupérer entre les traitements. Il peut y avoir des nausées et des vomissements avec la chimiothérapie. En 2022, ça ne devrait pas arriver de façon profuse et de façon prolongée. Et le médecin va prescrire tout un cocktail que vous allez recevoir en même temps que la chimiothérapie pour protéger cet effet secondaire-là. Puis il va vous donner des médicaments à prendre au cas où à la maison s'il y en a. Il ne faut jamais hésiter à les prendre. Puis il faut surtout en parler si on a eu beaucoup de nausées ou de vomissements parce qu'on en a des médicaments pour ça, qu'on peut s'ajuster en cours de route là, si c'est un effet secondaire qui est présent. J'ai rajouté la réaction d'hypersensibilité au rituximab, qui est l'anticorps, parce que des fois, ça peut nous surprendre. Ça arrive pendant la perfusion, surtout lors du premier traitement. De plus en plus, on donne des médicaments pour prévenir cet effet secondaire-là. Ça n'arrive pas toujours non plus. Donc, on peut avoir des démangeaisons, un peu de tout, être un peu étourdi, faire un petit pic de fièvre, des fois avoir une nausée. Ça arrive plus souvent pendant le premier traitement, puis même si on en a eu une réaction la première fois, c'est rare que ça va survenir lors du deuxième traitement. Donc, c'est surtout lors de la première infusion. Certains médicaments vont avoir une toxicité sur les petits nerfs. Donc, on peut avoir des engourdissements dans les mains, des pieds qui vont apparaître dans les derniers traitements. C'est important d'en parler à son médecin. Il y a des ajustements de dose qui vont être faits. Ça peut aussi entraîner de la constipation. Donc, il y a des médicaments qui peuvent être donnés pour contrer cet effet secondaire-là. Rarement, il peut y avoir une toxicité cardiaque, c'est surtout avec des doses de médicaments là, plus tard, mais on le vérifie toujours. Malheureusement, ça fait tomber les cheveux, la chimiothérapie pour le lymphome à grande cellule B. On a parlé qu'il y avait un petit risque d'infertilité. Puis, je mets un petit mot sur le traitement de la liste tumorale. Qu'est-ce que c'est la liste tumorale? Bien, c'est quand on donne un traitement pour le lymphome, puis là, le traitement rentre dans le corps, ça brise les cellules de lymphome. Bien, ça va faire plein de déchets dans notre sang. Puis ces déchets-là, s'ils arrivent en trop grande quantité, trop vite dans notre sang, bien, ça peut faire des dommages aux reins, puis même faire des crises de gouttes. Donc, c'est pour ça que le médecin et les infirmières, quand vous allez en salle de traitement, vous recommandent toujours de bien vous hydrater. Il y a même certains traitements pendant lesquels on va donner de l'hydratation, puis on va donner des pilules pour diminuer le risque de faire des déchets, pour aider à la gestion des déchets, qui s'appelle allopurinol. Des fois, vous allez même le commencer un peu avant vos traitements, puis vous allez le continuer tant qu'il y a de la maladie ou tant qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est un traitement qu'on prend là, tous les jours pendant plusieurs semaines. Comment on va évaluer la réponse? Mais naturellement, à chaque visite, si vous avez des ganglions palpables, votre médecin va vous examiner pour voir est-ce que ça rapetissait, etc. Vous allez peut-être même remarquer, vous, que ça rapetisse ou même que ça a disparu. Mais à la moitié des traitements, donc après 3 ou 4 traitements, on va recontrôler l'imagerie qui va être soit un scan ou un PET scan selon votre centre. Puis à la fin des traitements, en général, 6 à 8 semaines après, juste un instant. On va faire une imagerie de contrôle qui va être plus souvent un PET scan pour objectiver la réponse. Puis en grande cellule, la réponse qu'on veut, c'est une rémission complète. Donc, c'est ça qu'on vise, on se satisfait de rien de moins. Une fois qu'on a obtenu cette rémission complète-là, bien, on va surveiller pour la rechute. La majorité des rechutes vont survenir dans les 2 premières années après la fin des traitements. Donc, c'est pour ça que pour les 2 premières années, le médecin vous voit plus souvent 3-4 fois dans l'année. Puis là, il va vous poser des questions, faire un examen des aires ganglionnaires, puis il y aura certaines prises de sang qui seront faites aussi lors de chacun des rendez-vous. Puis après 2 ans, on espace les rendez-vous en général aux 4 à 6 mois, jusqu'à 5 ans. Puis après, bien, c'est un suivi annuel qui peut être fait par l'oncologue ou par votre médecin de famille. Est-ce qu'on fait des scans d'emblée chez tout le monde? Pas nécessairement, surtout si on obtient une rémission complète, mais il y a certains cas où on va décider de le faire parce qu'on jugeait que le risque de rechute était plus élevé. Donc, c'est ça. Puis pour ce qui est de la maladie réfractaire ou en rechute, donc quand on dit réfractaire, ça veut dire que malheureusement, on n'a pas obtenu la rémission complète espérée ou qu'on l'a obtenue puis que la maladie est revenue. Donc, à ce moment-là, il faut faire une réévaluation comme si on était au début. On regarde l'âge, les autres maladies, c'est quoi le statut de performance. Puis les grands principes de traitement à la rechute ou en maladie réfractaire, bien, il y a une chimiothérapie plus forte de rattrapage suivie d'une greffe de moelle osseuse autologue. Il peut y avoir les thérapies par CAR T-cell. Puis encore là, des essais cliniques là, vont être offerts qui nous permettent des fois d'avoir des thérapies ciblées avec des traitements plus innovateurs pour traiter la maladie. On va revenir sur ces grands principes-là à la fin, après avoir parlé des lymphomes folliculaires.
Donc, allons-y au lymphome folliculaire, qui est le plus commun des lymphomes indolents. Encore là, un tiers des cas environ. Qu'est-ce que c'est un lymphome indolent? C'est un lymphome qui va lentement. Ça veut dire que ça se peut qu'on avait le ganglion qui était là depuis plusieurs années quand on a finalement le diagnostic. Maintenant, on fait tellement d'imagerie pour toutes sortes de raisons. Souvent, les patients qu'on va recevoir avec un lymphome folliculaire, ben, il y a eu un scan pour d'autres choses. Puis là, ils ont trouvé des ganglions. Puis là, vu qu'il y avait des ganglions augmentés, on a fait des biopsies pour voir qu'est-ce que c'était, puis on a trouvé le lymphome. Donc, ça peut être un mode de présentation. Le lymphome indolent, il va lentement, mais c'est malheureusement un lymphome pour lequel on n'a pas trouvé de traitement curatif. Donc, on va traiter les gens, on va obtenir une rémission. Les gens vont vivre avec la maladie en rémission pendant des fois peu d'années, des fois beaucoup d'années, mais éventuellement, la maladie va tendre à revenir et on va pouvoir la retraiter. Donc, c'est une histoire de pousser, rémission. C'est encore là une maladie de l'âge moyen à avancé. La médiane des gens diagnostiques ont 65 ans, mais encore là, on peut avoir le lymphome folliculaire à 30 ans ou à 90 ans. On le voit dans toutes les tranches d'âge. Comme j'ai dit tantôt, la majorité des gens sont asymptomatiques au diagnostic. 20 ont les symptômes B. On se rappelle fièvre, perte de poids, surmention. Beaucoup vont avoir des ganglions qui fluctuent dans le temps. Des fois, sont gros, des fois, sont petits. Des fois, je ne le sens plus. Dans les statistiques, là, mais je mets un bémol à ces statistiques-là parce que quand je relisais, ça vient des années 80, puis à ce moment-là, les gens étaient diagnostiqués plus tard. Là, on mentionnait que 40 des patients avaient une atteinte de la rate. Je vois ça encore souvent, des atteintes de la rate, effectivement. Atteinte du foie, on disait jusqu'à 50 on ne voit pas ça si souvent que ça, à mon sens. Puis, par contre, on voit souvent une atteinte de la moelle osseuse dans les lymphomes indolents. L'index pronostic qu'on utilise pour le lymphome folliculaire, c'est l'index FLIPI. Vous remarquez peut-être qu'il y a des facteurs qui sont les mêmes que le score pour les grandes cellules, donc en haut de 60 ans. Avoir une lactate deshydrogénase, donc le marqueur dans le sang qui est élevé. Avoir un stade 3-4, donc une maladie des deux côtés du diaphragme ou une atteinte dans un organe qui n'est pas un ganglion. Avoir plus de 4 aires ganglionnaires atteintes, puis avoir de l'anémie. Ça nous permet de statuer 3 groupes pronostiques pour le lymphome folliculaire. J'ai mis les statistiques, mais encore là, vous voyez que c'est une adaptation d'un article de 2006. Il y a une petite erreur, là, c'est la revue Blood et non Blood. J'ai quand même sorti des données peut-être un peu plus récentes pour vous donner un ordre de grandeur. On dit que quelqu'un qui est à bas risque va prendre peut-être 7 ans avant que la maladie reprogresse. Un risque intermédiaire, 5-6 ans avant que la maladie reprogresse, puis un haut risque autour de 3 ans et demi. Donc, de rémission là, ou de période sans traitement avant qu'on doive retraiter à nouveau. Les indications de traitement, ce n'est pas la même chose. On ne traite pas systématiquement un lymphome folliculaire parce qu'on n'est pas curatif. Donc, ça va dépendre de l'agressivité de la tumeur. Donc, certains sous-types de lymphome folliculaire, on va les traiter quand même tout de suite. Ça va dépendre du stade de la maladie. Des fois, quand on a un stade localisé, stade 1-2, même si on n'a pas beaucoup de symptômes, il y a un petit pourcentage de gens qu'on espère peut-être guérir avec la radiothérapie radicale, donc ça va être offert. On va traiter les gens qui ont des symptômes B. On va traiter des gens qui ont des gros ganglions, des ganglions qui sont mal placés, qui obstruent un organe, ou quand ils ont beaucoup d'aires ganglionnaires atteintes, ça va être des indications de traiter. On va traiter aussi des gens que leur lymphome il remplit la moelle osseuse, puis à cause de ça, ils font de l'anémie qui est importante ou que leurs plaquettes sont très basses. Donc, c'est toutes des raisons qui vont nous pousser à traiter le lymphome. Naturellement, le traitement, il va être ajusté selon l'âge de la personne, selon les autres maladies qu'il a aussi. Donc, les traitements, on a dit l'observation, le watch and wait. À ce moment-là, souvent, notre médecin nous voit aux 3-4 mois, puis il fait un questionnaire, examen physique, des fois des scans ou des échos selon où est placée la maladie. Il peut y avoir de la radiothérapie, j'en ai parlé tantôt. Il peut y avoir de l'immunothérapie en monothérapie. Ça veut dire qu'on donne juste le traitement anti-lymphocyte B une fois par semaine pour 4, puis ça peut stabiliser la maladie pour un bon petit bout de temps, surtout pour les gens qui ont peu de symptômes et qui n'ont pas beaucoup de maladies dans leur corps, ou qui sont très âgés et qui ne veulent pas un traitement trop fort, mais qui sont prêts à avoir quelque chose de plus doux. Quand on décide de traiter le lymphome folliculaire parce qu'il y a des indications de traitement et qu'on est une personne capable de recevoir les traitements, on va faire une combinaison un peu pour la grande cellule B avec de l'immunothérapie, donc l'anti-lymphocyte B qui est plus souvent le réduxant, et de la chimiothérapie. Il y a 3 protocoles qu'on utilise le plus souvent. Donc, le CHOP, pareil comme dans les grandes cellules. Il y a le COP, qui est un régime un peu moins intense,
ou le bendamustine, qui est le traitement qu'on utilise de plus en plus là, en première ligne dans l'informe folliculaire, donc le R-bendamustine, qui sont des traitements qui sont donnés pour le COP et le CHOP aux 3 semaines, puis le R-bendamustine aux 4 semaines. Après, il y a une possibilité de faire des traitements d'entretien. Quand on a une réponse partielle ou mieux, on va y revenir un peu plus tard. Les traitements d'entretien, c'est souvent avec un anti-lymphocyte B, donc le Rituxan, qui va être donné aux 2 à 3 mois pour 2 ans, dans le but d'augmenter la survie sans maladie. Comme dans les lymphomes agressifs, il y a toutes sortes d'essais cliniques internationaux qui sont disponibles et qui pourraient vous être offerts là, par votre médecin. Puis encore là, dans le but d'avoir des traitements de plus en plus spécifiques à des variantes là, de votre maladie. On va évaluer la réponse encore là par scan ou des fois par PET scan à la moitié des traitements, puis à la toute fin. Mais l'objectif n'est pas le même. En fait, on veut avoir une rémission complète, mais on va être content si on a une rémission partielle. Puis ça, c'est quand on a une diminution de 50 des ganglions puis qu'on n'en a pas de nouveaux qui sont apparus. Des fois, après les traitements, l'effet du traitement continue. Donc, j'ai peut-être eu une rémission partielle, mais ça se peut que dans quelques mois, mes ganglions ils vont continuer de diminuer parce que l'effet est encore là. La surveillance de la rechute, ça ressemble. Donc, c'est des visites médicales avec questionnaire, examen des aires ganglionnaires, prise de sang, souvent 3-4 visites par année la première année, puis après aux 3-6 mois ensuite. L'imagerie, c'est au cas par cas. Maladie réfractaire aux rechutes, même chose. On réévalue le patient, l'âge, les autres maladies, le statut de performance. On se pose toujours la question en lymphome indolent quand la maladie rechute, est-ce que j'ai encore le même lymphome? Est-ce qu'il est devenu un lymphome plus méchant, un lymphome agressif? Donc, souvent, les gens vont avoir un TEP scan pour voir est-ce qu'il y a des foyers qui ont l'air plus agressifs, puis on va biopsier le foyer qui nous semble le plus agressif, justement pour exclure cette éventualité-là. Le moment où la maladie revient aussi va avoir une importance. On dit que la récidive est précoce quand elle est moins de 2 ans après la fin des traitements ou plus de 2 ans. On dit que c'est une rémission, une récidive qui est tardive. Les récidives précoces, le pronostic est malheureusement moins bon et puis on va traiter plus agressivement ces gens-là. Souvent, quand on a une récidive précoce, si le patient a des indications de traitement, donc on pourrait avoir une récidive précoce, mais être complètement symptomatique, à ce moment-là, il pourrait que notre médecin nous suive de façon très rapprochée, mais ne commence pas tout de suite le traitement. Mais quand on rencontre les critères de traitement, on va recommander une chimiothérapie de rattrapage suivie d'une greffe de moelle autologue. Les essais cliniques sont aussi disponibles à ce moment-là. Pour les récidives tardives, si le patient n'a pas de symptômes, qu'il n'a pas beaucoup de maladies, qu'il n'a pas d'indication de traitement, il est très possible que le médecin choisisse d'observer. On pourrait choisir d'offrir une immunothérapie seule avec un anti-CD20. On pourrait redonner une combinaison de chimio puis immunothérapie. À ce moment-là, on va souvent choisir une chimiothérapie qui est différente de celle qu'on a eue la première fois. Il peut y avoir de la radioimmunothérapie qui est donnée. De plus en plus, on a des agents oraux aussi qui sont disponibles en 2e, 3e ligne, qui sont pas nécessairement des traitements plus doux, il faut se le dire, mais c'est des thérapies qui sont souvent ciblées à des mécanismes de croissance intracellulaire de la cellule cancéreuse. Donc, pour en nommer 2, le Revlimid ou l'énalinomide, et puis des inhibiteurs puis anthrokinases qui sont aussi des traitements novateurs. Plusieurs essais cliniques sont en cours là, dans les maladies réfractaires et en rechute. Puis des fois, il n'y en a pas dans le centre où vous êtes, mais il y en a dans d'autres centres en périphérie. Puis au Québec, on communique beaucoup les oncologues des différents centres ensemble. Il est possible que votre oncologue vous dise « je n'ai pas d'essais cliniques ici, mais j'en aurais à une telle place. Est-ce que vous seriez intéressé à être évalué par mes collègues d'un autre hôpital pour avoir accès à cette thérapie-là qui pourrait être intéressante pour vous? » Je vais faire un bref mot sur la transplantation de cellules souches. Il faut savoir que c'est pas les indications d'avoir une transformation de cellules souches, c'est pour les patients qui ont un lymphome, qui ont une maladie réfractaire, donc qui n'ont pas atteint ces cibles, donc une rémission complète pour un grand cellule ou au moins une rémission partielle pour un lymphome indolent, ou qui a rechuté. Une rechute en tout temps pour les lymphomes agressifs, mais sinon, c'est pour les rechutes précoces seulement, pour les lymphomes folliculaires. L'objectif, on aimerait toujours guérir nos patients. Malheureusement, on ne va pas guérir tout le monde avec une autogreffe. Donc, l'objectif est la guérison pour les lymphomes à grandes cellules, puis on va réussir dans la moitié des cas.
Pour ce qui est des lymphomes indolents, la majorité du temps, l'autogreffe, ça va exposer le corps à une chimiothérapie très lourde qui va prolonger la période de rémission sans traitement, puis dans certains cas, peut-être prolonger la survie aussi, mais malheureusement, pour la grande majorité des patients, ce n'est pas curatif. Grosso modo, la transplantation de cellules souches, le but, on pense souvent que c'est des cellules qui vont nous guérir, mais pas du tout. C'est vraiment la chimiothérapie très intense qu'on donne avant l'infusion de la greffe, qui, elle, est le traitement. Et cette chimio très lourde-là, elle va viser à tuer les cellules cancéreuses. Mais elle va aussi tuer la moelle osseuse. C'est pour ça qu'au préalable, on va avoir collecté les cellules souches avec une machine spéciale là, tout notre sang passe dans la machine collecte les cellules, le sang revient à nous, puis les cellules sont congelées, soit dans notre centre de thérapie cellulaire ou soit à Héma-Québec. C'est congelé avec un produit spécial, une cryopréservation qui permet d'être mis très, très longtemps de côté. Donc, quand on est prêt à faire la greffe, on est hospitalisé, on a une chimiothérapie. À ce moment-là, on va avoir notre propre don va être décongelé au chevet et réinfusé pour que notre moelle osseuse puisse repeupler notre greffe puisse repeupler notre moelle, puis que nos cellules reprennent leur place. On parle souvent de deux types de greffes de cellules souches. Celle qu'on a parlé aujourd'hui, c'est les greffes autologues. Ça veut dire que c'est un don de vous à vous. Il existe aussi des greffes allogéniques. Donc, quand on fait une greffe allogénique, ça veut dire que les cellules viennent d'une autre personne, qui peut être un membre de votre famille ou un total inconnu, mais qui est parfaitement compatible avec vous. On a des registres internationaux là, de donneurs. Puis, les greffes allogéniques, il y a certaines indications dans les lymphomes, mais ce n'est pas la majorité du temps. Donc, je pense que si on retient qu'il y a une greffe qu'on fait plus fréquemment en lymphome, c'est la greffe de cellules souches autologues. Il faut se rappeler que c'est une chimiothérapie très, très lourde qu'on va donner avant l'infusion du greffon. Et puis, cette chimiothérapie très lourde peut entraîner des dommages, des fois des dommages aux reins, aux foie. Ça va prédisposer à faire des infections qui peuvent être très graves. Donc, il y a un risque de décès qui peut être attribué à la procédure. C'est pour ça qu'on ne va pas offrir ce traitement-là à tout le monde, puis qu'on va évaluer comme il faut les gens à qui on l'offre, qu'on va s'assurer qu'ils sont très en forme et capables de subir ce traitement-là pour que le risque de toxicité lié au traitement soit le plus petit possible. Un bref mot sur les thérapies à CAR-T, parce que c'est vraiment la nouveauté en lymphome. C'est une thérapie qui est nouvelle et qui est disponible actuellement dans certains grands centres au Québec. Le but des thérapies à CAR-T, c'est de modifier les cellules du patient pour mieux détecter le lymphome et le détruire. Je pourrais vous l'expliquer. Moi, je ne suis pas une experte dans les CAR-T. Il faut savoir qu'il y a les indications pour lesquelles on peut le donner actuellement. C'est pour les lymphomes à grande cellule B réfractaires qui ont rejeté ou qui n'ont pas répondu à l'autogreffe. Il y a des données dès la rechute en grande cellule. Ce n'est pas encore accepté, mais sûrement que ça viendra. Il y a eu un partenariat entre la Société des leucémies lymphomes du Canada et la Société de lymphome du Canada pour faire un petit vidéo là, qui explique bien les CAR-T. Je trouvais qu'il l'expliquait mieux que moi. Puis on va l'écouter, ça dure juste 2 minutes. Je vais vous laisser faire le changement. Lorsque l'on est atteint d'un cancer, on a parfois l'impression que notre propre corps s'est retourné contre nous. Or, nos corps sont puissants et peuvent nous aider à combattre les maladies, surtout avec l'aide de la science. La thérapie CAR-T en est un bon exemple. C'est une classe de traitement qui utilise des éléments de notre propre système immunitaire pour combattre les cellules cancéreuses de notre corps. La thérapie CAR-T peut convenir aux personnes atteintes de certains types de cancers qui ont déjà reçu plusieurs autres traitements. Tout d'abord, mon sang a été prélevé pour la collecte de mes lymphocytes T, un type de globule blanc du système immunitaire. Ensuite, dans un laboratoire, du matériel génétique a été ajouté aux cellules afin de les transformer en lymphocytes T à récepteurs antigéniques chimériques ou CAR. Cette modification génétique aide les lymphocytes T à repérer et à cibler certaines cellules cancéreuses. Comme le traitement est spécialement conçu pour moi, le processus de fabrication des lymphocytes T à CAR est complexe et prend plusieurs semaines. Pendant ce temps, j'ai pu poursuivre ma routine quotidienne. Avant d'amorcer la thérapie CAR-T, j'ai reçu une chimiothérapie à faible dose pour aider à préparer mon corps à la perfusion de mes lymphocytes T à CAR.
Dans certains cas, les personnes sur le point de recevoir une thérapie CAR-T peuvent également suivre d'autres traitements. Peu de temps après ma chimiothérapie, j'étais fin prêt pour recevoir la thérapie CAR-T. Les lymphocytes T à CAR créés en laboratoire ont alors été introduits par perfusion dans mon système sanguin. En règle générale, la thérapie CAR-T est administrée en une perfusion unique. Ces cellules spéciales sont conçues pour se multiplier ainsi que pour cibler et tuer les cellules cancéreuses. Je dois demeurer au moins 4 semaines à proximité de l'établissement où le traitement m'a été administré afin que mon équipe de soins de santé puisse surveiller tous les effets indésirables liés au traitement. Certains des effets indésirables peuvent être graves. Il importe donc de mentionner tout ce que vous ressentez à votre équipe de soins de santé. Pour l'instant, les lymphocytes T à CAR continuent de travailler à l'intérieur de mon corps pour combattre mon cancer. Je suis reconnaissant d'avoir reçu ce traitement. OK. Donc, je fais un bref rappel, là, ça fait quand même un long bout là, que je fasse, mais les effets secondaires généraux des traitements, on en a parlé pendant la présentation, mais un petit rappel, donc suppression de la formation des bonnes cellules sanguines. On a dit que ça augmente le risque de faire des infections. Je fais un rappel tout de suite là-dessus. Donc, oui, c'est pas quand on a la chimiothérapie, on devient plus fragile à faire les infections. Donc, les infections que les autres peuvent nous donner. Mais souvent, malheureusement, on s'infecte avec nos propres bactéries, même si on est bien propre. Hein, on vit normalement en homéostasie avec nos bactéries, mais là, nos défenses sont basses. Des fois, on ne sait pas pourquoi on a fait de la fièvre, puis on ne la trouve pas, l'infection dans notre corps, même si on a eu des scans, des prises de sang spéciales, etc. Mais pendant une période de temps, on va recevoir des antibiotiques là, par les veines pour traiter cette potentielle infection parce que notre système n'est pas capable de le faire. Donc, les infections, c'est bien sérieux. Puis, il faut faire attention, mais il ne faut pas s'empêcher de vivre non plus, mais on garde l'œil ouvert. Il peut y avoir des réactions virales. Donc, effectivement, on est plus à risque de faire des infections virales pendant les traitements, surtout quand on reçoit des traitements comme le rituximab. Donc, c'est pour ça là, que pour les patients, là, pendant la pandémie, les patients qui ont des lymphomes ont été vaccinés plus souvent pour la COVID pour essayer d'aller chercher un maximum de réponses au vaccin. Le fait d'avoir de la cortisone au long terme et de la chimiothérapie, ça augmente un peu le risque de faire de l'ostéoporose au long terme. On a parlé qu'il y avait certains agents de chimiothérapie qui pouvaient toucher les petits nerfs puis entraîner des engourdissements dans les mains, les pieds, des fois faire de la constipation. La liste tumorale, on en a déjà parlé. Les ulcères dans la bouche, mais quand nos globules blancs sont très bas, bien, les petites bactéries de notre bouche peuvent faire des ulcères ou des fois même du muguet, comme les bébés sur la langue. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut en parler à son infirmière pivot ou à son médecin. Nausées, vomissements, on a parlé. On a parlé de la constipation, mais il y en a qui vont avoir de la diarrhée avec leur traitement, donc ça peut arriver. On a parlé de la perte de cheveux, de la fatigue. Il faut aussi parler si on a des rages et des mangeaisons qui apparaissent. Hein. C'est des nouveaux traitements que, pour nous, là, qu'on reçoit la chimiothérapie. Bien, comme tout nouveau médicament, on peut y être allergique, donc il ne faut pas hésiter à le nommer si on a des changements de notre état de santé entre les traitements. Gestion des effets secondaires, on a parlé des transfusions, ça pouvait arriver. Je vous ai parlé qu'il y a des fois, il y avait des facteurs de croissance qu'on pouvait donner en injection pour faire en sorte que la période où on n'a pas de globules blancs soit de plus courte durée. Vous allez me dire, ça a l'air tellement bien, pourquoi on ne l'offre pas à tout le monde? Bien, parce que c'est pas tous les traitements ont des effets secondaires possibles. Donc, on va calculer à qui le bénéfice semble le plus grand. C'est à eux qu'on va l'offrir. Et il y a certains cas, on va donner des antibiotiques pendant les traitements parce qu'on diminue trop le système immunitaire puis il y a des risques d'infection à des bactéries ou des pathogènes plus rares. Donc, il est possible qu'avec votre chimiothérapie, on vous donne des antibiotiques préventifs, puis il est possible qu'on vous donne aussi des antiviraux, par exemple, pour prévenir une réactivation du zoonote. C'est possible que ces traitements-là, ils se poursuivent quelques mois après la fin du traitement parce que l'effet immunosuppression de la chimiothérapie dure plus longtemps. On a parlé des médicaments contre les nausées, vomissements, se laver les mains. On dirait qu'on disait ça souvent avant, maintenant on le fait toujours, que ça va de soi. Porter un masque en public, c'est une bonne idée, toujours pendant le COVID, mais aussi quand on est entre nos traitements chimio avant. Puis on recommande toujours la vaccination avant de débuter les traitements si on est capable, là, pour la pneumonie et l'influenza. Puis pour la COVID, bien, si on est capable de finaliser notre vaccination avant de commencer les traitements, c'est mieux. Mais si malheureusement on avait déjà la maladie et les traitements quand ça a commencé, bien, c'est pour ça qu'on recommande les vaccins boosters. Les soins de suivi, bien,
je trouvais, c'est une diapositive là, que la société m'a fournie, mais je la trouvais bonne. Moi, je dis toujours ça à mes patients d'avoir un petit calepin pour écrire entre les traitements, qu'est-ce qui se passe, les inquiétudes qu'on a, les symptômes qu'on a développés. J'ai pris tel médicament en vente libre, est-ce que c'était une bonne idée? Mon ami m'a conseillé tel truc, est-ce que je devrais le faire? Comme ça, quand vous venez au médecin, le médecin vous pose vos questions, puis là, des fois, ça va vite, puis là, vous êtes stressé, puis là, vous partez, vous n'avez pas posé de questions. Bien, si vous dites, hey, j'avais mon calepin, j'aimerais ça qu'on le passe rapidement, bien, au moins, vos questions sont répondues. Donc, je trouve que ça vaut toujours la peine. C'est important d'avoir du soutien, d'accepter de l'aide de nos proches. Hein. Des fois, ils ne savent pas trop comment nous aider. Des fois, c'est de nous conduire à notre traitement. Bien, les autres sont contents qu'ils ont aidé, puis nous, bien, ça nous a déchargé de ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Puis souvent, c'est pas facile à avoir un lymphome. C'est pas facile à accompagner quelqu'un qui a un lymphome aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à rechercher de l'aide. Je pense que la société offre un soutien, mais aussi dans vos équipes médicales, il y a souvent un support psychosocial, travailleur social, des psychiatres qui travaillent avec votre oncologue. Donc, il ne faut pas hésiter à parler de notre détresse pour que notre professionnel de la santé puisse nous aider. La vie après le cancer, information. Je pense que après, quand les traitements sont finis, mais c'est important. Tu sais, des fois, on se sent lâché lousse dans la nature. On était suivis toutes les 3 semaines, puis d'un coup, notre médecin nous revoit juste dans 3 mois. Mais c'est important de prendre le temps là, de poser nos questions. Ça va être quoi mon suivi? C'est quoi je peux m'attendre? C'est quand il faut que je m'inquiète? Donc, c'est des questions à poser. Votre médecin va aussi vous donner des lignes directrices pour le soin de suivi, le dépistage de la récidive du cancer, les cancers secondaires qui peuvent malheureusement survenir après certaines expositions chimiothérapie. Il va vous recommander sur un mode de vie, c'est quand on peut reprendre nos activités, etc. Les effets à long terme, après avoir eu la chimiothérapie, donc il y a des effets aigus, on en a parlé, qui sont autour des traitements. Il y a des effets tardifs qui peuvent apparaître juste beaucoup d'années plus tard. Malheureusement, après avoir eu de la chimiothérapie, ça peut faire des petits bris dans nos cellules, puis ça augmente un peu l'incidence de faire d'autres types de cancers dans notre vie. Il y a des gens qui, après des fortes doses de chimiothérapie, vont rester avec des petits troubles de mémoire, des fois des problèmes à se concentrer. Rarement, il peut y avoir des problèmes cardiaques, des fois des problèmes de glande thyroïde, de la fatigue. Puis on a parlé aussi là, des effets psychologique d'avoir une maladie grave dans notre vie ou d'en avoir une puis que notre médecin nous observe. Hein. Des fois, ça aussi, ça peut être difficile. Donc, il ne faut pas, je réitère qu'il ne faut pas hésiter là, à en parler lors des rendez-vous ou à nos proches ou aller avec nos médecins de famille aussi, des fois, qui vous connaissent mieux. Voilà, je pense que ça fait le tour. Je vais vous laisser là, poursuivre. Je serais bien contente de répondre s'il y a des questions. Bien, bonjour, oui, vraiment beaucoup de questions. Les gens sont très intéressés, des bons commentaires, mais avant d'aller à la période de questions, je vais présenter, bien, il n'y a pas de problème, je vais présenter nos 2 personnes qui se joignent à nous aujourd'hui pour faire un peu un témoignage. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Evelyne Diabaté, qui a un lymphome non-hodgkinien diffus à grande cellule B. Et son témoignage va être suivi de Louis. Alors, Louis aussi a un lymphome non-hodgkinien, mais un lymphome de type folliculaire. Donc, Evelyne, on va commencer, comme je disais plus tôt quand on s'est préparé, les femmes d'abord. Donc, Evelyne, est-ce que je sais que tu es là? Est-ce que... Voilà, chère Evelyne, bonjour, merci. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Alors, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai eu en juin 2020 le diagnostic d'un lymphome diffus à grande cellule B de stade 4, qu'on appelle aussi le cancer des ganglions. Les symptômes sont apparus 2 semaines après le premier confinement pour la COVID de mars 2020. Et comme je n'avais pas de médecin de famille, j'ai consulté en sans rendez-vous. Et je remercie le médecin qui a pris le temps de m'écouter, de m'entendre. Donc, il m'a fait passer une échographie et un IRM et on s'est rendu compte que j'avais une masse de 8,5 cm à la place de l'utérus, vu que j'avais une hystérectomie 5 ans plus tôt. J'ai pu rencontrer ma gynécologue à HMR, hôpital Maisonneuve-Rosemont, et au résultat de mes premières analyses, elle m'a référé un gynéco-onco. Dans un espace à peu près de 10 jours à 15 jours, ma masse était passée de 8,5 à 13 cm. Donc, mon cancer était assez agressif.
Longtemps, on a cru que j'avais un cancer gynécologique, notamment un cancer du col, voire un sarcome. Donc, on me parlait même de possibilités de soins palliatifs. Et finalement, dans mon malheur, j'avais une bonne nouvelle d'avoir un lymphome diffus à grande cellule B. Donc, j'ai été finalement référée en hémato-onco. Pour ma part, j'ai fait le choix de l'annoncer uniquement à ma famille immédiate, au Canada, en France, et mon chum qui vit à l'étranger, ainsi que mes collègues, uniquement de mon service. Je n'avais rien dit à mes amis, même les plus proches, pas parce que je voulais cacher ma maladie, mais je les sais très bienveillants. Donc, chacun m'aurait appelé plusieurs fois par jour ou par semaine, et à chaque fois, j'aurais dû répéter mon état de santé. J'ai eu aussi six cycles de chimio, AirShop et du prednisone, à raison de 1 toutes les 3 semaines et 15 séances de radiothérapie à la fin de mes traitements de chimio. J'ai eu plusieurs effets secondaires, dont perte de cheveux, fatigue, boue métallique dans la bouche avec quelques ulcères, mes ongles noirs qui ont failli tomber, hyperpigmentation de la peau, la langue bleue, des enzymes hépatiques du foie qui explosaient. On a dû arrêter mes traitements pendant 2 semaines. Une ménopause précoce, le chimio brain, donc perte de mémoire, perte de mots, difficulté de concentration. Aujourd'hui, je suis un vrai gars, je suis plus multitâche du tout, une chose à la fois, et j'oublie encore beaucoup, j'ai pas récupéré tous mes sens. Une baisse significative de mes globules blancs, donc je devais m'injecter du Grastofil dans le ventre après chaque chimio, et ça me donnait des douleurs atroces dans les os. Et un de mes hémato-onco m'a conseillé le Reactine. C'est bizarre, mais ça a diminué significativement mes douleurs. Ce que je peux conseiller à ceux qui ont le cancer, c'est d'être attentif aux moindres changements physiques ou psychologiques. Parce qu'il faut écouter son corps. Personne Evelyne, je vous coupe, pouvez-vous, parce que le son, il coupe un peu. Des fois, on entend bien, des fois, on n'entend pas bien. Peut-être vous rapprocher de votre micro, de votre téléphone ou… Est-ce que vous m'entendez mieux ainsi? Ben, des fois, c'est comme si vous étiez dans une boule de verre, donc peut-être vous rapprocher. Okay. Je vais peut-être enlever mes écouteurs, OK? OK. Et vous me direz si c'est bien. Est-ce que c'est mieux ainsi? Oui, je pense que ça va être mieux. On a quand même compris. Continuez où vous étiez, Evelyne, mais là, il me semble que le son est meilleur. OK. Donc, je disais qu'il fallait être attentif à nos moindres changements physiques et psychologiques. Il faut écouter son corps parce que personne ne le connaît mieux que soi. Et c'est là que le rôle de l'infirmière pivot est essentiel parce qu'avoir le cancer, c'est une mésaventure nouvelle pour nous, les patients. Et on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir parler directement à notre médecin. Donc, aussi, pour ma part, en tout cas, j'étais devenue un peu plus sensible à certaines situations. Et quand ça ne va pas, j'appelais l'infirmière pivot et elle a pu me référer à certaines ressources, notamment le psychologue, parce qu'ils travaillent tous en équipe. Donc, j'ai aussi tenu un journal parce que mettre des mots, écrire ce que je ressentais, ça m'a beaucoup aidée. Durant ma chimio, j'étais très épuisée, 2 semaines sur 3. Et la dernière semaine, là où j'étais un peu plus en forme, j'essayais de faire du sport, de la popote, pour faire des réserves, donc que je congelais, et de voir un peu ma famille jusqu'au prochain traitement. Ce qui était encourageant, c'est qu'après 3 chimios, j'étais déjà en rémission, mais je devais aller quand même jusqu'au bout de mes traitements. Évidemment, il y a des journées beaucoup plus difficiles que d'autres. Et quand c'est comme ça, on vit le moment difficile, on se repose et on se reprend le lendemain. Évidemment, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à être malade ou à être fatigué. Pour moi, il était important d'être entouré de personnes fiables et de ne pas hésiter à demander de l'aide à mes proches ou à certains organismes quand j'en avais besoin. Il faut aussi adapter ses habitudes à sa nouvelle condition. Par exemple, faire son épicerie en ligne et se faire livrer à la maison plutôt que d'aller directement à l'épicerie, par exemple.
Moi, j'ai eu mon diagnostic en pleine COVID et je peux vous dire que c'est très difficile parce qu'on se sent véritablement seul. On ne peut pas aller à l'hôpital accompagné, on attend des heures dans la salle d'attente tout seul et il y a le hamster là qui travaille beaucoup. La maladie m'a appris à lâcher prise parce que j'avais aucun contrôle là-dessus. Par contre, j'avais un contrôle sur comment je la recevais, comment je pouvais réagir mentalement. Et moi, j'ai décidé de l'accepter et de me dire que la maladie ne me définissait pas. C'était une parenthèse. Oui, une parenthèse difficile, mais ça restait une parenthèse et j'espérais récupérer ma vie par la suite. Donc, pour conclure, je peux vous dire que vous n'êtes pas seul. La preuve, je suis aujourd'hui avec vous en train de témoigner grâce à la société. Nous sommes une communauté et on peut s'en sortir. Après ma rémission du lymphome, j'ai été diagnostiquée après 11 mois d'un nouveau cancer, mais un cancer du sein. Et j'ai subi, donc vraiment 11 mois jour pour jour, j'ai subi une mastectomie partielle et 20 séances de radiothérapie pendant tout l'été 2020. Et je suis encore en rémission. Donc, comme quoi, rien n'est perdu, il faut y croire. Nous avons une chance inouïe de pouvoir avoir accès à des soins de qualité ici. Alors, on doit se compter chanceux et reconnaissant. Je vous remercie. Merci, Evelyne. Vous êtes la preuve d'une force de caractère, puis vraiment, vous ne lâchez pas. Je vous remercie de ce que vous faites aussi pour votre communauté, de redonner aux suivants, puis de partager avec nous votre témoignage. Donc, merci beaucoup, chère Evelyne. Je vous présente notre deuxième témoignage, Louis. Louis, bonjour Louis, qui est touché par un lymphome de Hodgkinien de type folliculaire. Alors, Louis, la parole est à vous. Merci, bonjour et salutations, Evelyne. Content d'entendre ton témoignage. Merci, Madame Wally, à tout le monde qui est présent ici. En fait, j'ai été diagnostiqué de mon cancer en juillet 2021. Et puis, avant tout ça, en fait, c'était un non-folliculaire stade 4. Avant tout ça, j'ai ressenti la fatigue. J'avais des sueurs nocturnes, de temps en temps, pas tous les jours. Et puis, j'avais la misère à performer. En fait, avant, j'étais un coureur de demi-marathon, etc. À ce moment-là, en fait, avant juillet, je pouvais juste marcher. Alors, avant de découvrir tout ça, en fait, j'avais une inflammation dans le cou, c'est un ganglion inflammé. Et je suis allé voir le médecin de famille qui m'a fait une preuve de ça. Ma formule sanguine démontrait 4 fois plus de lymphocytes. En fait, j'avais 21 000 lymphocytes sur un millimètre cubique. Alors, normalement, on doit avoir entre 1500 et 4000. Et ça, c'était un indice de s'inquiéter. Alors, je t'ai recommandé d'aller voir les oncologues ici dans ma ville, qui m'a fait les examens, la fameuse TACO, après les biopsies et finalement le TEP scan, qui démontrait ma condition. Et à ce moment-là, ils m'ont recommandé d'avoir la chimio et l'immunothérapie, alors la combinaison des deux. Et aujourd'hui, je me trouve à mon 6e. En fait, je viens de finir il y a 3 semaines. Là, comme vous pouvez voir, je n'ai pas perdu mes cheveux. Fait qu'il y a un petit peu de fierté pour ça. Mais je vous dirais que ça se passait bien. Là. Il y avait peut-être des symptômes là, comme la fatigue pendant mes traitements, un petit peu d'étourdissement, la nuit aussi. Mais il y avait aussi des façons de contourner ça. Je me sentais bien à chaque fois que je pouvais aller marcher un petit peu dehors, prendre l'air, boire beaucoup d'eau. Quand je buvais de l'eau, ce n'était pas de l'eau sans saveur. J'ajoutais des petites camberges ou des petits fruits ou quelque chose. Parce que comme vous pouvez peut-être connaître certains effets aussi, ça joue au goût. En fait, les choses nous goûtent autrement. Mais j'ai ajouté des petits goûts qui me faisaient plaisir. Pour donner la nouvelle, en fait, quand j'ai eu ce diagnostic, j'ai pris quelques jours avant de m'approcher à ma famille et de leur raconter tout ce qui s'est passé. Mais ma conjointe, elle était toujours avec moi. C'est une nouvelle difficile, mais après, on a appris à l'assimiler, puis on s'est dit, regarde, on ne peut pas contrôler ça. Et aussi, on est dans un pays qui nous offre les meilleurs traitements
Et je pense que le Canada se trouve dans le meilleur pays pour le cancer en général. Alors, juste d'être pris en main, d'être suivi, je me sentais chanceux et béni. Alors, après, j'ai avisé mon employeur, j'ai tombé en arrêt de travail parce que les conditions nous font d'être fatigués et puis un petit peu d'avoir du mal à se concentrer. Alors, avoir un petit arrêt de travail, mais des fois, leur donner un coup de main par email ou des consultations, c'était possible. Et je leur avisais de façon très objective, mais j'étais surpris de la façon qu'ils m'ont appuyé. Tout le monde m'a souhaité le meilleur. Ils comprenaient qu'il s'agissait de ma survie. Et après, j'ai approché ma famille qui sont en dehors du Canada. Je leur ai raconté que j'ai une maladie traitable, dans le fond, que c'était une maladie que c'est mieux de traiter que de laisser traîner, puis que je me trouvais dans un endroit où j'avais les meilleurs soins. Là. Et puis ça, c'était vraiment, quand on regarde ailleurs dans le monde, je me mets aux souliers des personnes, des fois, qui n'ont pas accès à des services. Là, ça doit être vraiment difficile. Alors moi, aujourd'hui, je viens de faire mon TEP scan et j'attends mes résultats, mais au troisième traitement, j'avais déjà une amélioration de 70%. Alors, je pense que ça s'aligne vers peut-être une rémission positive. Et moi, je pense de façon de profiter de la vie, de remercier que j'ai pu toujours sentir, toucher, regarder l'horizon, le paysage, profiter de ma conjointe, de vivre la vie, puis toujours en remerciant toutes ces choses qui nous sont offertes en fait, parce que la beauté de cette planète, la beauté des personnes qui nous entourent, là, on ne la tient pas par acquis. Moi, je ne la tiens pas par acquis. Et c'est les choses qui me donnent beaucoup d'espoir, qui me font sentir toujours très souriant. Et puis, je reste à l'affût de voir qu'est-ce qui vient pour la suite sans trop m'inquiéter. Je sais qu'il faut rester positif et c'est ça que j'essaye de faire. Et je veux aussi dire que m'avoir approché à la Société de l'enfant cancer du sein du Canada, c'était excellent. J'ai participé à des rencontres avec des groupes, j'étais jumelé avec une personne. C'est vraiment des ressources extraordinaires. Là. Et aussi, les infirmières ne sont pas ici aujourd'hui, mais aller à la salle de chimio, ce n'était pas si pénible que ça. Vraiment, il y avait une belle attitude, de belles conversations avec chaque infirmière. Et je remercie toutes ces personnes qui m'ont pris en main. C'est mon témoignage. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Louis, d'avoir partagé votre témoignage avec vous. Merci, Evelyne. Et là, j'ai l'impression, désolée, je ne sais pas si c'est l'émotion. Là, la zone de discussion, ça va exploser. Les questions, ça va exploser tellement il y en a. Merci tout le monde de poser vos questions. Beaucoup de commentaires pour Louis et pour Evelyne et pour Dr. Boisjoli de vous remercier. Merci du partage. Alors, je vous transmets le merci de notre communauté. Beaucoup de questions au Dr. Boisjoli durant la présentation. Il y en a plusieurs qui ont été répondues. Beaucoup de questions en lien avec le CAR-T. Je sais que Dr. Boisjoli n'est pas une spécialiste du CAR-T. On vous a mis dans la zone discussion le lien vers le vidéo qu'on a présenté. Donc, on vous réfère à cette vidéo-là. Voilà. Je vais poser une ou deux questions avant de quitter. Je répète, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, on va communiquer avec vous directement dans les prochains jours. Ma collègue Joliane ou ma collègue Jennifer vont voir avec vous pour vous aider à répondre à ces questions-là, vous diriger vers les bonnes ressources. Mais peut-être deux petites questions. Dr. Boisjoli, au début de la présentation, donc dans le courant, au début, vous avez parlé du ECOG, donc le statut de performance, d'évaluation. Quelqu'un a demandé qu'est-ce qu'il y en est s'il y a une personne qui est physiquement, qui a un handicap physique. Est-ce que ça va changer? Oui, je trouve que c'est une bonne question. Mais en fait, votre zéro, quand mettons que vous seriez une paralysie des deux jambes, que vous êtes toujours en fauteuil roulant, mais votre zéro, c'est comme quand vous faites votre vie normale en fauteuil roulant. Le fait que vous soyez toujours assis, ben ça, on ne le considère pas comme étant une fatigue. C'est vraiment la grande... Je pense tantôt, Louis le disait bien, lui, il avait probablement une école 1.
parce qu'il y avait de la misère à faire ses activités. Plus performant comme avant, il était capable de faire ses choses, mais il ne faisait plus sa course, là, etc. Mais si vous êtes déjà en fauteuil roulant puis vous faites toutes vos activités comme avant, ben, c'est un école zéro. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Là. Oui, je pense que c'est bien clair. Merci. Il y a eu des questions sur les effets secondaires, là, sur la perte de cheveux. Puis Evelyne, je vais passer un commentaire souvent, c'est un des effets secondaires qui est le plus visible aussi pour notre famille. Moi, je dis toujours à mes patients que le liquide rouge dans le Hair Shock, c'est lui qui fait tomber les cheveux. Puis on ne le donne pas nécessairement dans les lymphomes folliculaires. En fait, de plus en plus, la première ligne dans le traitement des lymphomes folliculaires, c'est le R-benamycine. Je ne sais pas si c'est ce que Louis a reçu. Lui, il ne fait pas tomber les cheveux. Mais la R-benamycine, ce n'est pas aussi efficace en grande cellule en première ligne. Donc, c'est pour ça que... Bon, puis après, ben, chacun a son cheveu. Là. Si, mettons que vous ne perdez pas vos cheveux, vous êtes un des chanceux qui a eu le médicament qui fait tomber les cheveux, puis vos cheveux n'ont pas tombé, ça ne veut pas dire que le médicament n'est pas efficace. Là. Donc, il n'y a pas de lien entre l'efficacité du traitement et la perte de cheveux. C'est bien malheureux de perdre les cheveux, hein, ça ne tombe jamais gracieusement. Des fois, c'est plus tard, des fois, c'est très rapide. Il repousse en général pour tout le monde. C'est toujours en général parce qu'on ne peut jamais dire 100 %. Puis des fois, il repousse un peu différent au début, mais il tend à revenir comme avant au long terme. Ouais. Ben, Evelyne vous envoie un message d'espoir, ça repousse. Alors, oui, elle avait des belles tresses. Oui, il ne faut pas lâcher là-dessus. Peut-être une dernière question. Les gens nous posent beaucoup de questions en lien avec la nutrition, comment manger, comment bien s'alimenter. Louis, d'ailleurs, posait une question. Est-ce qu'il y a des éléments à éviter? Est-ce qu'on devrait éviter les sucres raffinés? Est-ce qu'il y a des choses dans notre alimentation qu'on devrait faire attention durant les traitements, par exemple? Bien, c'est des bonnes questions à laquelle je n'ai pas nécessairement la réponse absolue. Je pense que c'est beaucoup des avis d'experts, la nutrition en cancer. Il ne faut pas se mettre dans... Moi, c'est ça que je dis à mes patients. Là, mon exemple n'est peut-être pas bon. Là, moi, je suis une jeune docteure qui a eu des grossesses récemment. Puis je dis toujours à mes patients, c'est comme être enceinte. On essaie, c'est les mêmes choses qu'il ne faut pas manger. Donc, ce n'est pas le temps de manger des choses pas bien cuites. Donc, pas de tartare, du sushi pas cuit. C'est pas le temps d'arrêter sur le bord de la route, manger une patate quand on ne sait pas si le petit gars qui fait la patate s'est lavé les mains avant. On ne fait plus ça dans le COVID, mais quand même, c'est pas le temps de manger dans un party de chips là, au temps des fêtes et tout le monde a mis sa main dedans. Donc, c'est du gros, les fromages non pasteurisés, etc. Après, ben, il faut vivre à travers le cancer. C'est pas évident. Il faut s'alimenter. On espère 3 fois par jour, au moins plusieurs petits repas. Louis l'a dit, notre goût, il change pendant les traitements. Donc, il faut trouver des différentes façons de s'alimenter. Que je vous dirais, il faut manger sainement. C'est sûr qu'on n'est jamais contre la vertu, mais est-ce que c'est le temps de s'embarquer dans un régime spécial? Bien, je n'ai pas de données probantes pour promouvoir ça, mais si ça vous aide de le faire, on n'est pas contre. L'important, c'est de rester bien nourri puis de trouver des petits plaisirs aussi à travers tout ça. Là. Donc, un petit morceau de gâteau pendant les traitements, on a une occasion spéciale, un sac de chips un soir, c'est permis. Bon, excellent. Super, merci. Donc, on va compléter notre présentation. Beaucoup de questions sur la présentation. Va-t-elle être disponible? Je répète que la présentation va être disponible sur notre site Internet dans les prochains jours. Et puisque vous vous êtes inscrit, vous allez recevoir un courriel qui va vous indiquer les liens pour visionner la présentation. Donc, pas de crainte, il y avait eu beaucoup d'informations. Si vous voulez réécouter l'information que Dr. Boisjoli nous a donnée ou le témoignage de Louis ou d'Evelyne, vous pourrez le faire en retournant et vous pourrez également partager à votre famille, à vos amis. Je sais qu'il y a toujours des professionnels de la santé qui se joignent à nous. On est toujours contents. N'hésitez pas à partager à vos collègues. Ce fut une très belle présentation. Donc, Dr. Boisjoli, Evelyne, Louis, merci beaucoup de votre attention, de votre présence. Merci à nos participants de l'attention, des commentaires. Je vous dis, Dr. Boisjoli, regardez la zone de discussion, là, ça va exploser. Il y en a beaucoup. Mais moi, je suis contente de mieux vous connaître, Société Leucémie Lymphome du Canada. Je l'ai dit avant qu'on se rencontre, mais quelle belle société qui offre de beaux services. Là, je suis vraiment enthousiasmée de tous les commentaires des gens qui ont partagé aujourd'hui. Vous êtes bien gentils. Merci beaucoup. Nous aussi, on est vraiment contents de vous connaître, ça, c'est sûr. Bonne journée. Donc, je vous indique que la présentation a été rendue possible grâce au soutien de Ségan. Donc, on les remercie énormément. Et je vous répète, avant de vous quitter, on est là pour vous. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez notre email.
vous avez notre site Internet, vous avez notre numéro de téléphone, mes collègues Joliane, Jennifer et moi-même au Québec. On est là pour vous aider. Donc, merci à vous. Je vous souhaite un bon dîner pour ceux qui sont au Québec et je vous dis, prenez bien soin de vous. Au plaisir. À bientôt.